Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures de fin d'année 2020, début d'année 2021. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, l'air de rien, beaucoup de livres sur lesquels j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne dure pas 30 minutes, sachant que là je me suis arrêtée aux livres que j'ai lus de novembre 2020 jusqu'à janvier 2021, mais tous les livres que j'ai lus toute fin janvier, début février, je vous les présente pas parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je commence par vous parler de Lestat le vampire d'Anne Rice, qui est le tome 2 des Chroniques des vampires d'Anne Rice. Entretien avec un vampire a changé ma vie quand j'ai vu le film quand j'étais en 3e. C'est je pense le film à ce jour que j'ai le plus vu et revu dans ma vie. Personne joyeuse un jour, personne joyeuse toujours. Pourtant je n'ai lu Entretien avec un vampire, le livre, que lorsque j'étais en terminale, et depuis je n'ai pas continué la saga des vampires d'Anne Rice, mais j'ai lu entre temps son roman One Shot La Momie, et j'ai lu aussi sa trilogie sur les sorcières Méfères que j'avais adoré au moment où je les avais lus. Et là je me suis dit bon, il y a quand même 12 tomes des Chroniques des vampires au minimum, donc si t'en lis un tous les 10 ans, t'es pas prêt de voir le bout. Donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour entamer le tome 2 des Chroniques des vampires avec Lestat le vampire. Lestat qui est, je pense, le personnage préféré de beaucoup de personnes. Ce que j'ai apprécié dans ce tome 2, c'est qu'on va suivre Lestat donc de sa jeunesse humaine jusqu'à sa jeunesse vampirique avant qu'il s'expatrie pour la Nouvelle-Orléans et qu'il y rencontre Louis de la Pointe du Lac et que commence Entretien avec un vampire. Et il s'en passe des choses dans la vie de Lestat avant qu'il ne rencontre Louis. C'est long l'air de rien, une immortalité, on se rend pas compte comme ça. J'ai découvert une toute autre facette de Lestat, un Lestat beaucoup plus attachant et beaucoup plus attaché aux humains et beaucoup moins lointain et beaucoup moins cruel que comme il nous les dépeint en fait dans Entretien avec un vampire, que ce soit le film ou que ce soit le livre. Là Lestat est très intelligent, c'est le fils d'un seigneur français du XVIIIe siècle, avant que la Révolution française n'éclate, mais c'est le tout dernier. Il est rejeté par son père, il a une relation extrêmement particulière avec sa mère qui est d'ailleurs un petit peu problématique à certains moments. Je pense que Anne Rice, c'est le plus gros point qui me pose problème chez elle, c'est que beaucoup de fois, elle flirte avec l'inceste et avec la pédophilie parfois aussi. Hein. Vous savez, c'est cette génération d'auteurs et d'autrices là qui, sous couvert de fantastique, de vampires, faisaient faire des choses pas très catholiques à leurs personnages et moi ça me pose problème. Hein. Aussi, notamment dans la saga des sorcières Méfères, c'est flagrant. Il y a des choses qui me posent problème aujourd'hui, mais je clôt le sujet épineux quant à Anne Rice pour revenir à Lestat. Et Lestat, c'est un être qui adore l'art, qui adore la grandeur, qui se pose énormément de questions sur pourquoi il est humain, à quoi ça sert l'humanité, et qui est presque parfois est à limite, quoi, qui cherche des choses extrêmement fortes et malheureusement pour lui, un vampire, un soir, va débarquer chez lui à Paris alors qu'il est tout jeune comédien, qu'il vient de s'installer avec son amant du moment. Et un vampire débarque et lui fait don du dos obscur sans son consentement. Et là est tout le drame de Lestat, et parce que il devient vampire alors qu'il ne le voulait pas. Et on plonge alors dans toute la mythologie vampirique d'Anne Rice avec tous les différents cercles, toutes les différentes sectes vampiriques qui existent chez elle dans différents pays. Lestat se pose la question de qui étaient les premiers immortels, où sont-ils, existent-ils encore? Si vous aimez les vampires, c'est passionnant. Anne Rice, elle est bien renseignée, l'air de rien, sur beaucoup de choses aussi, sur l'Égypte, des choses comme ça. C'est très malin la façon dont elle tisse l'immortalité, enfin les vampires avec des légendes beaucoup plus anciennes. Après, est-ce que je vais tout de même lire 12 tomes des Chroniques des vampires? Rien n'est moins sûr parce que
ben ça m'a pas emporté tant que ça. J'avais pas envie en fait à la fin de connaître davantage de la vie des premiers êtres immortels et de savoir pourquoi, comment. C'était pas passionnant. Moi, ce que j'avais adoré dans Entretien avec un vampire, c'était la torture de Louis, d'être un enfant de la nuit. Ça, c'était passionnant. Là, les stats, parfois j'ai trouvé même que c'était contradictoire en fait entre les stats, le vampire et Entretien avec un vampire. Je retrouvais pas le même personnage et pourtant il se passe pas non plus tant de temps que ça entre la métamorphose de Lestat en vampire et le moment où il va rencontrer Louis. Donc je sais pas, il y a des choses dans la construction des Chroniques des vampires qui me posent problème et qui m'attirent pas trop non plus, mais en même temps les personnages sont passionnants, sont hauts en couleur, sont exaltés, et c'est ce que j'aime retrouver chez Anne Rice, c'est quand elle décrit ces personnages exaltés qui sont à la recherche perpétuellement de sensations, d'émotions. Ça c'est magnifique à lire, et je ne vous en dis donc pas plus. J'ai le tome 3 qui m'attend, La Reine des Damnés, dans ma palle. Je vais essayer de lire au moins un livre des Chroniques des vampires par an. Je ne veux pas faire le calcul de l'âge que j'aurai si je me tiens à cette promesse lorsque j'aurai terminé la saga. Je vous lis tout de suite l'extrait de Lestat le vampire que je vous ai sélectionné. Je me pose des questions. Il y a des choses que je dois savoir. Je ne puis vivre sans une philosophie globale, mais qui n'a rien à voir avec les anciennes croyances à Dieu ou diable. Je veux savoir par exemple pourquoi la beauté existe, pourquoi la nature l'a créée, quel est le lien entre la vie d'un arbre et sa beauté, ce qui rattache l'existence de la mer ou d'un orage aux sentiments qu'il nous inspire. Si Dieu n'existe pas, si ces phénomènes ne participent pas tous d'un système unique, pourquoi conserve-t-il pour nous ce pouvoir symbolique ? Les stats parlent du jardin sauvage, mais cela ne me suffit pas. Et j'avoue que c'est cela, cette curiosité maladive ou ce qu'il te plaira, qui m'entraîne loin de mes victimes humaines, vers la nature, loin de toute création des hommes, et qui m'éloignera peut-être de Lestat, car il est sous le charme de tout ce qui est humain. Je continue avec une lecture que j'ai effectuée durant le mois de décembre pour le Cold Winter Challenge. C'était ma toute première lecture du Cold Winter Challenge. Ça y est, enfin, j'ai lu Eugène Onegin. Ça y est, enfin, je me suis remise à la littérature russe cet hiver. Voilà. Et c'est somptueux, Eugène Onegin. C'est un grand héros russe. C'est un héros majestueux, magnifique, qui a quelque chose en lui du Don Juan. C'est pas le Don Juan séducteur, c'est le Don Juan libre, fier, qui veut vivre, qui veut expérimenter, qui veut ressentir. C'est plutôt ça qui me parle dans la figure d'Onegin. On a la Russie qui est dépeinte avec amour par Pouchkine. On comprend pourquoi on dit que la langue russe c'est la langue de Pouchkine, parce qu'il décrit la Russie, sa patrie, avec amour, il la dépeint. On a des paysages russes qui nous sont décrits. C'est une épopée en fait. Eugène Onegin, c'est un roman en vers, enfin un très long poème en vers sur cet homme, Eugène Onegin, qui évolue dans la Russie du 19e, c'est 19e, c'est ça enfin non, 18e. Non, 19e, c'est bon. On voit le personnage de Tatiana qui est le plus beau des personnages de cette histoire pour moi, qui va tomber malheureusement pour elle amoureuse d'Eugène Onegin, qui lui ne la veut pas en fait, qui lui la trouve trop pure pour lui et qui la rejette. Et on a toute cette histoire entre les deux en toile de fond, avec cette Russie, avec les duels, avec l'amitié, avec des questionnements intellectuels derrière qui sont passionnants. Moi parfois la versification m'a perdue, je ne comprenais pas trop de qui on parlait, où on était. À certains moments c'est plus flou que d'autres. En plus les noms, prénoms russes, c'est quand même toute une histoire puisqu'ils en ont 3, mais on ne les souvent nomme que par 2, et parfois ils ont des surnoms qui ne sont pas exactement reliés à leur prénom, donc c'est compliqué parfois à suivre tout ça. Mais j'étais subjuguée en fait par la lettre de Tatiana, et c'est ce que je vais vous lire, et par la magnificence d'Onegin et par sa chute. Moi ce que j'aime chez les personnages, c'est leur chute, c'est comment on passe d'un état de splendeur à un état presque de mégalomanie à la désillusion, au désenchantement, et c'est ce que subit Onegin, donc ça ne pouvait que me parler en tout cas. Lettre de Tatiana à Onegin. Je vous écris.
Quoi d'autre à dire? J'ai tout dit si je vous écris. Je sais, cela peut vous suffire pour me punir par le mépris. Mais dans ma peine, mon martyr, vous qui gardez un cœur qui bat, vous ne vous détournerez pas. Au début, j'ai voulu me taire. Croyez-moi, vous n'auriez pas su mon déshonneur si j'avais pu nourrir l'espoir, même éphémère, de vous revoir de temps en temps dans la maison de mes parents. Juste écouter ce que vous dites, répondre un mot et seul après, penser. Penser, oui, sans arrêt, attendre encore une visite. Les gens, dit-on, vous les fuyez. Tout vous ennuie dans nos retraites. Chez nous, si vous vous ennuyez, pour nous, vous voir est une fête. Par quel hasard être venu? Dans mon désert, dans mon silence, je ne vous aurais point connu. J'aurais pu vivre sans souffrance. Le feu d'un cœur sans expérience, avec le temps se serait tu. Quelqu'un aurait compris mon âme. Je serais devenue sa femme, mère et modèle de vertu. Un autre. Non, personne au monde n'aurait jamais reçu ma foi. C'est un décret des cieux qui gronde. Ils ont tranché. Je suis à toi. Ma vie entière fut un gage de notre alliance dans l'amour. Des dieux tu portes le message, gardien fidèle de mes jours. C'est toi qui me venais en rêve, invisible et déjà chéri. Tes yeux brûlaient dans mon esprit, ta voix me poursuivait sans trêve depuis longtemps. Rêver cela? Non, tu entras, je fus certaine. Un froid brasier emplit mes veines, je lus dans l'âme. Le voilà. Et quoi? Ta voix m'est familière. Tu me parlais, douce lumière, lorsque j'aidais les miséreux ou soulagé par la prière du cœur le trouble douloureux. Et là, à la minute même, n'est-ce pas toi, vision que j'aime, qui dans la transparente nuit vient effleurer ma chevelure? Toi dont la voix aimante et pure ressuscite l'espoir enfoui. Qui donc es-tu? Es-tu un ange ou un démon au charme étrange? Résous le doute qui me prend. Peut-être tout cela est vide, l'erreur d'un cœur encore candide. Mon sort peut-être est différent, mais soit, accepte mon offrande. Mes jours sont tiens, si lourds qu'ils soient. Je suis en larmes devant toi, j'implore que tu me défendes. Tu vois que je suis seule ici. Qui me comprend ici? Personne. Je me languis, je déraisonne, et je dois donc me perdre ainsi. Viens me chercher. J'attends. Ranime d'un seul regard ce feu qui joue, ou par un blâme légitime rompt l'illusion d'un songe fou. C'est fait. Je ferme cette lettre. L'effroi, la honte au fond du cœur. Mais mon garant est votre honneur. J'ai foi en lui de tout mon être. On ne reçoit pas des lettres comme ça tous les jours et on n'en écrit pas des comme ça tous les jours et on n'a pas le plaisir de lire des textes comme ça tous les jours non plus. Et là, nous allons encore, à nouveau et toujours, c'est ma thématique de l'hiver, en Russie avec... Ça fait trop présentatrice télé. Nous allons donc en Russie à nouveau avec Les Enchanteurs de Romain Gary. Romain Gary, celui-ci je vous en ai rapidement parlé dans mon tag pour mes meilleures lectures de 2020. Ce livre-là, c'est un très gros coup de cœur qui est arrivé totalement par hasard dans mon existence, dans mon parcours de lectrice. Il était posé comme ça tout seul à la librairie de la ville où j'habite à présent et je me suis dit ok, pourquoi pas. J'ai lu le résumé, je vais vous lire précisément ce qui m'a fait acheter ce livre. Fosco aime sa belle-mère d'un amour infini qui l'oblige 2 siècles plus tard à ressasser ses souvenirs encore et toujours pour empêcher Terezina de mourir réellement. Et elle ne meurt pas, comme si la plume de Fosco, l'écrivain, était parée de tout l'attirail d'illusionniste qu'il avait découvert avec Terezina dans un grenier magique de l'ancienne Russie. Avant tout dans cet ouvrage, en fait, plus que l'histoire, j'ai découvert la plume de Gary, que je n'avais eu pour l'instant l'occasion que de découvrir en filigrane dans certains extraits de La Promesse de l'Aube ou de La Vie devant soi, mais je ne me suis jamais attelée à un Gary entièrement. Et là, j'ai sombré. C'est somptueux. Je sais que la demoiselle Opiwan, qui a une chaîne Booktube et où elle parle aussi de parfum, je vous la liste en barre d'infos, est une grande amoureuse de Romain Gary et je comprends pourquoi en fait. La beauté de cette plume, lorsque Gary parle d'amour, mais c'est transcendant, c'est somptueux, mais
avant d'aller à tout ça, revenons à l'histoire. On suit donc le jeune Fosco qui est issu d'une grande lignée d'illusionnistes italiens expatriés en Russie. Et on a à nouveau les paysages russes qui nous sont dépeints, mais cette fois-ci dans l'œil de personnes dont ce n'est pas le pays d'origine, et c'est tout aussi intéressant et fascinant à lire. Après Pouchkine qui fait une ode à sa patrie avec Eugène Onegin, là on passe à autre chose, mais qui a une Russie tout autant émerveillée, mais sous une lumière différente, je dirais. Fosco, notre narrateur, est donc issu d'une grande lignée d'illusionnistes qui ont des dons obscurs, en fait. Les hommes de sa famille ont des dons obscurs. Le magnétisme, la voyance, l'astrologie, l'alchimie. On est donc dans cette ambiance ésotérique-là, dans la Russie de Catherine II, et le père de Fosco va décider un jour de se remarier. Il part donc en Italie et lorsqu'il revient, il ramène une très jeune femme qui est Teresina, qui a seulement 4 ans de plus que Fosco, notre jeune narrateur, et Fosco va irrémédiablement tomber amoureux de Teresina. Et le personnage de Fosco, personnellement, je ne m'y suis pas attachée. Je me suis attachée à son sentiment amoureux, à sa tristesse, à sa tragédie amoureuse qui est qu'il aime sa belle-mère et que cet amour ne peut pas être assouvi. Voilà, son chagrin, sa tristesse, tout ça, j'y étais très sensible. Mais le personnage en lui-même, j'ai eu du mal parce que malgré tout, il y a un gros bémol pour moi dans ce livre, c'est le male gaze, hyper présent. Et je ne sais pas si c'est présent comme ça dans l'écriture de Gary à chaque fois, si c'est l'époque à laquelle il a été écrit dans les années 70 qui fait ça, qui fait que la libération, révolution sexuelle de ces années-là fait qu'on était beaucoup plus libre. Et on assiste à des scènes, je pense à la scène du bain de Teresina par exemple, où le jeune garçon va se masturber pour la première fois à travers une poutre. Enfin vraiment c'est... personnellement je trouve ça très graveleux, très très bas. Malgré toute la beauté de l'écriture de Romain Gary, à aucun moment ce passage était sublimé à mes yeux. Et à chaque fois qu'on arrivait à ces passages sexuels, je trouvais que l'écriture on avait un revirement en fait dans l'écriture, et j'arrivais plus du tout à être happée par ce que Gary me disait, alors que moi tout ce que je voulais c'est qu'il me parle de son amour pour Teresina. Et il y a aussi un passage problématique, vraiment, une réplique qui m'a, pour en avoir parlé avec d'autres personnes, certaines m'ont dit peut-être que c'est de l'ironie, c'est pas à prendre au premier degré, mais quand même, donc si vous êtes plus spécialiste de Gary que moi, n'hésitez pas. Alors, donc notre jeune protagoniste Fosco, très très jeune, découvre les plaisirs charnels pour se sortir Teresina de la tête. Et donc là, Teresina dit: ne me touche pas. Et le narrateur Fosco continue en disant: je ne retirai pas ma main, comprenant d'instinct que je venais d'entendre mon premier oui féminin. Donc là, le consentement par exemple, il n'y est pas en fait. Et c'est problématique d'avoir dans un ouvrage que quand une femme dit ne me touche pas ou dit non, ça veut dire oui dans un langage féminin. Vous voyez, c'est problématique. C'est ce qu'on appelle la culture du viol, malheureusement. Il y a aussi un moment où on assiste à un viol d'une servante qui continue à faire le ménage parce qu'elle se dit que le jeune maître il fasse ce qu'il veut, après tout, le temps qu'il m'empêche pas de faire le ménage, c'est pas grave. Ça c'est très problématique pour moi, donc je tenais quand même à vous mettre au courant si vous décidez de lire Les Enchanteurs de Gary. Mais ça reste quand même, malgré ça en fait, ça a été un coup de cœur immense en cette fin d'année, en ce mois de décembre. C'était magique en fait, parce qu'on a en plus toute cette part ésotérique avec ces illusionnistes qui ont accès à certaines choses. Il y a énormément d'humour aussi dans ce livre, beaucoup de dérision, d'autodérision, et c'est très plaisant à lire. Et je vais vous lire quand même un passage où on nous parle de cet amour, de cet amour qui traverse le temps, les siècles, parce que Fosco en fait est maudit quelque part. C'est allégorique un peu, c'est métaphorique tout ça, mais Fosco est maudit, et le temps que quelqu'un sur Terre n'aime pas autant que lui a aimé Teresina, il ne peut pas mourir, et donc il est encore vivant aujourd'hui. Et c'est un personnage très mystérieux qui a traversé donc 2 siècles comme ça, et qui vient aujourd'hui nous raconter Teresina. On a un peu aussi ce côté
Bon, je vais pas dire un peu comme dans La Morte amoureuse de Théophile Gautier où on a Romuald qui nous dit vous me demandez frère si j'ai aimé, oui, et je vais vous conter cette histoire bien qu'aujourd'hui j'ai 66 ans, la braise de ses souvenirs n'est pas encore éteinte. Voilà, il y a un peu de ça quand même, mais bon, je ne veux pas vous orienter dans de mauvaises représentations livresques, mais rien que l'idée qu'on ne puisse pas mourir le temps que quelqu'un sur Terre n'a pas aimé autant que nous, je trouve l'idée somptueuse. Je ne vivais plus que par le regard. Je le chargeais de toute ma passion, de 1000 messages et aveux, suppliques, implorations, écrits silencieux. Et il m'arrivait parfois de porter avec frayeur la main à mes yeux car il me semblait qu'il saignait. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, écrivait Lamartine. Moi je dirais plutôt, un seul être est là et tout est dépeuplé. Il suffisait que Teresina fût près de moi pour que le monde et les hommes, les princes et les humbles, les choses et les multitudes vivantes perdent leur présence, s'éloignent et deviennent les lointains éléments d'un décor en trompe-l'œil dont aucun tumulte, aucune beauté ni horreur ne parvenait à retenir mon attention. Lorsque Teresina était là, tout ce qui vit et tout ce qui meurt me paraissait en suspens, mis en attente par ordre souverain. Monsieur le Temps attendait avec un sourire obséquieux que mon amour veuille bien me quitter pour retrouver l'usage de ses membres paralysés. On ne lit pas des déclarations pareilles tous les jours à nouveau. Promis, un jour je ferai un bilan lecture sans roman qui aborde l'amour. J'essayerai un jour que ça ne parle pas d'amour, mais c'est difficile. Un des premiers livres que j'ai terminé en 2021, le tout premier c'était Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, mais celui-ci je vous en parlerai dans ma vidéo bilan sur 3 ouvrages que je propose pour Barocco Lecture. Et donc le premier que j'ai terminé en 2021, dont j'ai envie de vous parler, c'est La glace et la nuit, le premier opus de Léa Silol, qui est la suite de La sève et le givre, qui est ma plus belle lecture avec Aurélien de 2020. Voilà, j'en remets une petite couche au cas où vous n'ayez toujours pas envie de découvrir La sève et le givre de Léa Silol. Voilà, je vous le reglisse comme ça. Dans cette suite, on va suivre Kélis, un jeune barde qui est envoyé par la reine des neiges, la reine de l'hiver, à la recherche d'Angarad. Petit point, si vous ne voulez pas que je vous divulgage La sève et le givre, allez plus loin, allez au livre suivant et restons entre nous pour les personnes qui ont lu La sève et le givre et qui se demandent si ça vaut le coup de lire la suite. Puisque la fin de La sève et le givre, ça peut s'arrêter là pour moi, on n'est pas obligé de continuer. Bon, après, moi je vais continuer maintenant que j'ai commencé avec le tome 2, je veux lire le tome 3 et tout ce que Léa Silol fera avec les personnages d'Angarad et de Finstern. Mais je reviens donc à mon résumé. Kélis est envoyée par la Reine des Neiges pour retrouver Angarad qui a fui les cours féeriques à la fin de La sève et du givre, qui a refusé le pouvoir, qui a tout refusé en fait pour son amour, qui a tout refusé par amour pour Finstern, qui a même refusé l'amour de Finstern par amour pour Finstern. Ça c'était beau, c'était dramatique, c'était transcendantal comme sensation à lire. Et là Kélis est obligée de retrouver Angarad puisque les cours des fées vont à leur perte puisque les hommes ne croient plus en elle et Titania, la reine des fées, la reine de la cour de la lumière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou de l'été. Je m'y perds dans les cours féeriques puisque suivant les mythologies qu'on suit, on n'a pas les mêmes. Mais elle propose, elle, que le royaume des fées se scinde en deux avec le monde des hommes et qu'il n'y ait plus aucun lien, ce que d'autres cours ne souhaitent pas. Et donc Angarad est la seule qui peut sauver les cours féeriques, et Kélis part à sa recherche et il veut savoir où est-elle, si Finstern et elle ont fini par se retrouver. Et une fois que Kélis a rempli sa mission, on a une autre quête qui vient s'ajouter, qui est la quête d'un nouveau royaume pour les fées, les Fae même, et c'est... La langue de Léa Silol est sublime, c'est une vraie tisseuse, c'est une barde, c'est une conteuse. Encore une fois, le charme a opéré sur moi et elle pourrait écrire une recette de cuisine, je la lirais, vous voyez. Dans ces romans, on a à la fois des chants, des ballades, des poèmes, des récits enchâssés. Et cette histoire, pourtant, qui existe, toutes ces légendes, elle est très renseignée et très connaisseuse et savante sur la mythologie féerique, sur le folklore celtique, et pas que, sur toutes les mythologies. On a aussi un voyage en Grèce à un moment, et on a
une part du panthéon grec, enfin gréco-romain qui est dévoilée. C'est très 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 intelligent. Et si vous êtes amoureux, amoureuse du folklore celtique, mais foncez pour lire La Sève et le Givre et les écrits de Léa Silol. J'ai hâte de lire le 3e opus, enfin la 2e partie de La Glace et la Nuit. Je me le garde pour le printemps. Voilà, je vais essayer d'en faire un par saison. Je trouve que ça ira très bien. Au début, par contre, j'adhérais pas du tout, puisque on n'était pas en proie au conflit, au tiraillement passionnel entre Angharad et Finstern, qui est le centre de La Sève et le Givre, et donc là ça me parlait pas. Et une fois que j'ai été plongée dans le récit et que j'ai compris quelle allait être leur quête, je me suis raccrochée, et je sais pas si c'est l'âme d'enfant des années 90-2000 en moi qui adorait tout ce qui touchait à la fantasy, comme Fantagaro, La Caverne de la Rose d'Or, toutes ces choses-là, un peu kitsch, qui a accroché à ça, parce qu'en plus il y a cette langue sublime. Mais voilà, le charme a opéré. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Et je vais vous lire un extrait en espérant que le charme opère sur vous à présent. J'étais endeuillée d'avance, perdante. J'avançais dans le monde comme une ombre, silencieuse et sèche, couturée de souvenirs et de regrets. Le plus souvent même, je conservais le visage de vieille femme que j'avais revêtu pour nos adieux. Et ainsi je portais mon deuil. J'encensais ma colère. Je ne voulais plus de ma jeunesse et de la beauté qu'on me prête. Tout, même ma propre forme, me rappelait ma perte. Je ne supportais plus de voir même les bras qui l'avaient étreint, de croiser mon reflet dans l'eau des rivières. Je ne voulais plus rien, non, plus rien, même pas moi-même. J'appelais le silence, le froid du cachot, le sel et le fer, la mort parfois. J'avançais, j'arpentais. Il me suivait, et je n'en savais rien. Comme j'ignorais qu'il n'avait pas, lui, en qui je mettais si peu de foi, hésité une seule minute avant de déposer au sol sa couronne et d'abjurer d'Orcha. Découvrez au moins du Léa Silol, parce que c'est de la très très belle fantaisie française. Et la fantaisie française n'est pas assez mise en avant, et pourtant on a des auteurs et des autrices qui, grâce à leur imaginaire et à leur talent, nous font vivre des choses incroyables, dignes des plus grands bardes médiévaux. Voilà, j'en rajoute une couche. Bon, lisez du Léa Silol, voilà, passons à autre chose à présent. Passons à une déception à présent, qui est L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, qui est le premier tome d'une trilogie qui peut être lu indépendamment de Catherine Arden, dont j'ai tellement entendu parler ces dernières années. J'ai encore vu une vidéo le mois dernier de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, une chaîne que j'aime beaucoup au passage, qui encensait ce roman. Et alors personnellement je l'ai lu. C'est une grande déception, je ne l'ai pas du tout aimé. La langue est plate. Bon, en même temps, je passais de Léa Silol, avant de Gary, avant de Pushkin à d'un coup Catherine Arden, malheureusement. Et non, la langue était plate, l'histoire n'était pas très intéressante, la mythologie, le folklore russe, pas excellemment bien réécrit. Et Andrus Kivirak, par exemple, dans ses écrits, c'est un tout autre genre, puisque lui, c'est très humoristique, c'est très truculent. Lui, il sait manier avec majestuosité le folklore russe, les démons, les créatures, les légendes. Et là c'est très très plat, je comprends pas, vraiment je ne comprends pas pourquoi ce livre plaît autant. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé et qui me l'ont dit dans ma vidéo où je présentais ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc désolé, ce n'est absolument pas contre vous et contre vos goûts. Voilà, moi parfois ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne vraiment pas. Et en l'occurrence, là, ça n'a pas du tout fonctionné. Cette histoire de cette jeune fille qui est la dernière fille de sa mère, à qui elle transmet un don, voilà, le don magique, qui va pouvoir sauver les créatures de la forêt contre le catholicisme, enfin l'orthodoxie qui apparaît de plus en plus et chasse les créatures du folklore. Voilà, ça, c'est du vu, revu et re-revu quand même. Et quand on prend des clichés pareils, si on les réécrit pas avec une langue ciselée et somptueuse, bah moi je suis désolée, ça ne peut pas fonctionner. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Et d'autant plus que dans cet ouvrage, il y a des choses qui me posent problème. C'est que sous couvert d'univers médiéval, puisqu'on est dans de la fantasy, d'univers daté dans le temps, on ne remet pas en question le mariage forcé et le viol et le male gaze et des choses comme ça. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que justement, c'est la fantasy, on peut se permettre un petit peu de ne pas tomber dans ces clichés-là de
la belle-mère, ça va être une très jeune fille qui va être mariée de force, et à aucun moment on va vraiment avoir son point de vue, ou qu'elle va essayer de se rebeller, ou des choses comme ça. Enfin ouais, moi je ne sais pas, il y a des choses qui me manquent personnellement. Au bout d'un moment, on tombe dans des poncifs qui m'ont lassé. J'ai terminé vraiment en lisant en diagonale, donc je ne lirai pas la suite de cette trilogie. Désolée si vous l'avez beaucoup aimé et si vous me l'aviez recommandé, mais personnellement je le mets dans le même sac que Déraciné de Naomi Novik. Ouais, je dirais même pas qu'il était mieux ou pire, vraiment c'est la même chose. Alors, autre livre lu dans le cadre du Cold Winter Challenge en lecture commune avec Flo Bookin, je vous liste son compte Instagram en barre d'infos, c'est le tome 2 d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman qui est La Tour des Anges. Alors, que dire de cette lecture? Je la lisais en même temps que Anna Karénine, en fait, quand je faisais des pauses dans Anna Karénine, je lisais La Tour des Anges. Je vous parlerai d'Anna Karénine tantôt. Là, en fantasy, pour le coup, en fantasy pour la jeunesse, il y va pas par 4 chemins et il ne prend pas les jeunes et les enfants pour des personnes toutes candides et toutes naïves. Et c'est très très sombre, c'est très très noir. On va découvrir le personnage de Will dans ce deuxième tome, qui est un être humain de notre monde, qui va rencontrer Lyra, donc l'héroïne du premier tome, et ensemble, leur alliance va faire que ils vont, dans le tome 3 je suppose, sauver les mondes parce que les frontières deviennent de plus en plus poreuses. Il y a des créatures qui sont les spectres qui envahissent le monde. On a un récit un petit peu qui se rapproche parfois de l'idée de l'imaginaire Peter Pan de Barry, je trouve un petit peu, dans cette idée où seuls les enfants survivent. Il y a aussi un petit peu ce côté de... pas La Croisée des mondes justement, mais Autre monde de Maxime Chatham. Je sais pas si c'est inspiré de Pullman, j'avais lu que le premier tome d'Autre monde en plus. Les personnages sont très très bien écrits et décrits. Ils font froid dans le dos pour la plupart. C'était tellement sombre. Moi, à la fin, j'avais besoin un peu de lumière parce qu'on a des scènes, rien ne nous est épargné. On a des scènes où un chat s'est fait torturer par des enfants, de violence, de combat, alors qu'ils sont très très jeunes, hein, ils ont moins de 15 ans. Je crois que Will a 11 ans, vous voyez, donc c'est quand même très très violent. Je ne sais pas quel effet ça a fait sur le public de ces années-là, mais toute la pensée métaphysique qu'il y a derrière À la croisée des mondes, avec la poussière, les mondes parallèles, les trous de verre, toutes ces choses-là, c'était passionnant. C'est vraiment incroyable et scientifiquement en fait on essaie d'expliquer la magie et moi j'adore quand scientifiquement on s'attelle à ce genre de choses et c'est fait de manière tout à fait plausible et compréhensible et c'est personnellement ce qui m'a le plus intéressé dans ce tome 2 et ce pourquoi je lirai le tome 3, c'est pour avoir la clé, le fin mot de cette histoire plus que vraiment les personnages, parce que autant j'avais apprécié Lyra dans le premier tome, autant là dans le deuxième tome non. Et le personnage de Will personnellement il m'énervait parce que c'était le sauveur. Voilà, Will c'est le sauveur, il sauve Lyra tout le temps, il est plus intelligent et tout. Et pourtant dans le premier tome en fait ce que j'aimais c'était que pour une fois j'avais une héroïne un peu débrouillarde qui vivait des choses dures mais qui attendait pas d'avoir un prince charmant, un sauveur, et là on tombe un peu dans cet écueil là et c'était dommage pour moi. J'espère ne pas mettre 4 ans à présent avant de lire le 3e et dernier tome d'À la croisée des mondes. J'ai relu Anna Karénine. J'hésite encore à vous faire une vidéo dédiée à Anna Karénine ou du moins aux relectures que je vais effectuer en 2021 parce que c'est une relecture complète, puisque lorsque j'avais lu Anna Karénine je m'étais arrêtée avant la fin, il y a plus ou moins 10 ans, et là c'est mon plus gros coup de cœur de cette année pour l'instant. À nouveau j'étais en Russie, j'étais dans les paysages russes avec toute cette politique russe qui est expliquée en toile de fond, qui est quand même très présente à travers le personnage de Levin, à travers Alexis Karénine, le mari d'Anna. C'est passionnant. Je sais pas si c'est une œuvre quand même qu'on peut lire quand on est jeune et qu'on peut apprécier à sa juste valeur en étant jeune. Je parle de mon expérience, hein. Ça veut pas dire qu'on n'est pas assez mature, ça veut juste dire que moi à 16 ans je voulais juste l'histoire d'amour entre Anna et Vronsky, et c'est pas non plus la majeure partie du roman. Vraiment, il y a quand même tout un pan politique, il y a l'histoire d'amour entre Levin et Kitty aussi, et eux, quand j'avais 16 ans ça ne m'intéressait absolument pas, et aujourd'hui
La majeure partie du récit, en fait, c'est l'histoire d'amour Levin-Kitty qui m'a le plus parlé et qui m'a le plus intriguée. Et Levin, c'est le personnage qui a eu toute mon admiration, mon attention et mon empathie la majeure partie du récit, jusqu'à la fin, en fait, où la balance est inversée et où Anna est revenue en pole position dans mon cœur et où son charme a agi, a opéré sur moi à nouveau. Et cette fin et ces chapitres avant la fin et cette dégringolade d'Anna, à nouveau on a un personnage qui chute, et ça, moi, ça me passionne, c'est exaltant à lire, et c'est une majestueuse héroïne. Je vous en dis pas forcément plus sur Anna Karénine parce que c'est quand même extrêmement connu. C'est la cousine russe de Madame Bovary, si on veut, hein. C'est un personnage qui est exalté par la passion amoureuse, par l'adultère, enfin qui va jusqu'à commettre l'adultère dans une société qui va la mépriser, dans une société de petits bourgeois, petites bourgeoises qui va la mépriser pour ce qu'elle fait parce que eux ne s'autorisent pas l'amour, en fait, et c'est somptueux, c'est très très beau. Lisez Anna Karénine une fois dans votre vie, vous verrez, vous ne serez pas déçus. N'ayez pas peur des 1000 pages, ça passe très très vite, c'est délectable. Je lisais une partie par jour. Je ne vous en parle pas plus longuement, mais lisez ou relisez Anna Karénine. La lecture ou la relecture vaut le détour. Et ça... le charme opère toujours, hein. Faut que j'arrête de dire ça dans cette vidéo, c'est un peu redondant, j'en ai conscience. Que leur importe? À quoi tend cette agaçante sollicitude? Ils sentent probablement qu'il y a là quelque chose qu'ils ne peuvent comprendre. Si c'était une vulgaire liaison mondaine, ils me laisseraient tranquille. Mais ils devinent que la bagatelle n'a rien à voir ici, que cette femme m'est plus chère que la vie. Voilà ce qui les dépasse et qui par conséquent les irrite. Quel que soit notre sort, c'est nous qui l'avons fait. Et nous ne le regrettons pas. Songeait-il en s'unissant à Anna dans le mot « nous ». Ils veulent à tout prix nous apprendre à vivre, eux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le bonheur. Ils ne savent pas que sans cet amour, il n'y aurait pour nous ni joie, ni douleur en ce monde. La vie n'existerait plus. Et là, je vous parle, c'est aussi une relecture que j'ai fait durant le mois de janvier 2021 d'un ouvrage un petit peu hybride qui est Titre provisoire de Véronica Mabardi. J'ai eu l'immense chance de travailler ce texte quand j'étais au conservatoire dans le cursus professionnel. Et Titre provisoire, j'avais pas le livre en fait. On n'avait pas le livre, on avait des photocopies du texte. Et l'exercice qui nous avait été proposé, qu'on a ensuite monté en spectacle, c'était de choisir des extraits, voilà, de ce livre et de porter chacune la parole. Et parfois la parole se portait à plusieurs, parfois à une personne. Et tout le monde était connecté et relié, et c'est l'expérience théâtrale la plus forte que j'ai vécue à ce jour, dans le sens où, pour une fois, c'était pas moi dans un personnage qui faisait que ça marchait, ou une alchimie entre un autre comédien, une autre comédienne, et moi sur un plateau ou dans une pièce. Enfin, non, là c'était pas du tout ça, c'était le collectif. C'est la première fois vraiment que j'ai senti que le théâtre c'était un art avant tout collectif et qu'on était les bras d'une pieuvre, enfin voilà, qu'on était alliés les uns aux autres, les uns et les unes aux autres, et que on ne faisait qu'un. Et c'était tellement fort, l'expérience de Titre provisoire. J'en garde un souvenir très très chaleureux, très très ému. J'en ai déjà parlé, mais l'expérience conservatoire a été très 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 amère pour moi. Le cursus professionnel, j'en garde une certaine amertume qui ne se délogera pas facilement, mais Titre provisoire, les moments de répétition et quand on l'a joué devant le public, il y a aucune amertume, et j'en garde juste à l'intérieur de moi quelque chose de très chaleureux et de très très fort et de très connecté et relié à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé à ce moment-là, avec qui j'ai eu la chance de porter ce texte-là. Ce texte est très très court, vraiment très très court, même pas 100 pages, même pas 50 pages, vous voyez. Et c'est Véronica Mabardi est une écrivaine qu'on a invitée à venir assister à des répétitions d'une troupe de théâtre, ou peut-être même que c'était une troupe de jeunes comédiens, jeunes comédiennes ou d'une école, et elle s'asseyait là et elle les regardait en train de répéter une pièce, et elle a écrit par rapport à ce qu'elle voyait d'elle et d'eux. Et donc on a
énormément de choses sur ce qu'est l'art d'être comédien ou comédienne, ce qu'on ressent, pourquoi, que fait un personnage, ce que c'est que les 10 minutes avant d'entrer sur scène, ce que c'est que d'être sur un plateau et de voir que ça ne réagit pas ce soir, que le public n'est pas là, ce que c'est cette angoisse, cette attente, ce désir des mots, ce désir de ne faire qu'un avec le public, tout ça. Et il y a aussi une grande partie sur la mort, la maladie, la découverte de la maladie, la perte de l'enfance, la perte de l'être aimé, la déchirure, les ruptures, les retrouvailles, la passion, le désir. C'est une des œuvres qui a marqué ma vie. Titre provisoire à bien des égards, à bien des endroits. Et j'ai voulu l'acheter, en fait, l'avoir en ma possession 2 ans plus tard, non, 3 ans plus tard même maintenant. Et la relire pour voir ce que ça me procurerait. Et bon, il y a certaines images quand je l'ai lu qui étaient toujours les mêmes qu'au moment où j'ai découvert le texte. Certaines images ont évolué également. Mais lisez Titre provisoire une fois dans votre vie, rien que pour le titre de l'ouvrage, qui est le titre du document Word de base de Véronica Mavardi et qui ne l'a pas changé parce qu'elle s'est dit mais en fait le titre de mon livre c'est ça, c'est Titre provisoire. Donc voilà, c'est magnifique. Si vous aimez l'amour, le déchirement, la déchirure, le théâtre, les mots, les choses un peu méta aussi, toutes les histoires d'amour racontent la même histoire. Départ et retour, attente et fuite, lâcheté et mots échappés, mensonges. Tout commence par hasard dans une ville où quelqu'un marche sans savoir où il se rend. Tout ressemble à un sursis, à une promesse d'autre chose, reflet d'autres histoires qui pourraient avoir été et avortent dans l'indifférence. Toutes se terminent de la même manière, dans l'illusion de ne finir jamais. Aucune n'a d'autre sens qu'elle-même, et l'on n'en apprend rien. Elle ne laisse pas de traces. Les histoires d'amour sont ce que l'on en fait. Ah, ça me fait trébucher sur les mots, tant c'est beaucoup d'émotions que Titre provisoire. Ça y est, c'est tout pour ma vidéo bilan lecture de cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Et vous ? Quelle est votre plus belle lecture de ce début d'année 2021? Je suis fort curieuse. Si vous faites le Cold Winter Challenge, se passe-t-il bien? Faites-vous partie de celles qui ont arrêté à la fin du mois de janvier ou continuez-vous jusqu'à la fin du mois de février? Personnellement, j'avoue que je commence à me lasser un petit peu de ma palle et que je lis d'autres choses que ce que je m'étais prévu pour le Cold Winter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.